Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Conversation avec la MSA en partenariat avec Newstank Agro. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture en compagnie d'Anne Gauthier, vice-présidente de la Caisse centrale de la MSA, et de Mathilde Digné, députée de la France Insoumise d'Ille-et-Vilaine, pour échanger sur la place des femmes en agriculture. Et on commence par le regard politique. Mathilde Digné, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous portez une proposition de loi dédiée à la place des femmes en agriculture avec l'ambition notamment de corriger des inégalités encore très ancrées dans le secteur. Avant d'entrer dans le détail des mesures, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif général de ce texte et le constat qui vous a poussé à le déposer ? Bonjour et merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être là effectivement parce j'ai travaillé avec la MSA pendant plusieurs mois pour aboutir à cette proposition de loi. Donc moi je viens du milieu agricole déjà. Mes parents sont agriculteurs et ma mère est chef d'exploitation. C'est mon père qui est conjoint collaborateur. C'est l'inverse de ce qu'on voit la plupart des cas. Et donc dans la plupart des cas, c'est souvent les hommes qui sont les chefs d'exploitation et les femmes qui sont conjointes collaboratrices ou alors qui n'ont pas de statut. Ce que j'ai constaté en fait, c'est qu'il y a 66% des femmes qui travaillent dans le milieu agricole qui considèrent que c'est plus difficile de travailler dans ce milieu-là que les hommes. Ensuite, j'ai constaté aussi qu'il y avait dans certains syndicats agricoles, dans des organisations, des groupes de femmes qui se constituaient pour pouvoir parler de cette difficulté-là d'être une femme dans le milieu agricole. Et puis, la MSA sort son livre blanc sur la place des femmes en agriculture. Et donc là, je me dis, c'est l'occasion de pouvoir... j'ai tous les outils sous la main pour pouvoir avoir un débouché aussi législatif. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé donc, cette proposition de loi que j'ai travaillée donc, en concertation avec la MSA, avec des agricultrices, des groupes de femmes, etc. Et en réalité, il y a deux aspects à cet enjeu-là. Le premier, c'est un aspect social, parce qu'évidemment, il faut lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et c'est un aspect aussi, je dirais, environnemental, puisqu'on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui, quand elles s'installent en agriculture biologique, et donc font des choix plutôt de s'installer sur des productions, une manière de produire qui respecte la nature et l'environnement. Du coup, vous avez plusieurs mesures très opérationnelles. Quelles sont, selon vous, les dispositions les plus structurantes, justement, sur l'installation des femmes en agriculture ? Alors, d'abord, il y a un sujet autour de la parité, notamment dans le comité d'homologation du matériel agricole. En fait, c'est aussi des choses qui remontent du terrain, c'est-à-dire que certaines femmes vont dire que le matériel agricole n'est pas adapté à un gabarit féminin. Donc des femmes qui vont être trop légères sur le tracteur, ce genre de choses. Et donc il y a la mise en place donc, d'une parité dans les comités d'homologation du matériel agricole. Ensuite, il y a, je pense, un gros enjeu à lutter contre les préjugés sexistes. Et donc, il y a une proposition de mettre en place des modules de formation dès la formation agricole, en fait, pour lutter contre les préjugés sexistes. Et ensuite, on voit bien aussi que il y a un enjeu à lever les freins à l'installation pour les femmes qui vont du coup, de par tout ce chemin un petit peu de ces inégalités de genre, les préjugés, etc., parfois les stéréotypes vont être plus en difficulté au moment de l'installation parce qu'il y a des préjugés et des stéréotypes qui sont en place. Et donc, voilà. Vous parlez aussi dans votre proposition de loi des aides à l'installation qui sont parfois plus difficiles à avoir pour les femmes. En fait, on a en 2020, sur 40% des installés donc, qui étaient des femmes, il y a seulement 23% qui étaient bénéficiaires de la DJA, de la dotation jeune agriculteur. Donc,
Alors, on voit qu'il y a des inégalités sur l'aide à la dotation jeune agriculteur. Dans les témoignages aussi que j'ai pu avoir, c'est parfois des relations au niveau à la banque. C'est voilà, où du coup il va y avoir aussi déjà un jugement de valeur en fait, parce que c'est une femme qui se présente et que le projet agricole serait moins viable. Donc en fait, cette proposition de loi, elle vise aussi à lutter contre tout ça, quoi. Vous avez aussi des mesures un peu plus sur l'aspect vie personnelle et vie familiale pour les femmes, notamment des avancées pour le congé maternité. Qu'est-ce que vous souhaitez changer concrètement sur ce sujet-là ? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que le service de remplacement soit adapté au congé maternité. Une agricultrice ne va pas vivre son congé maternité comme toutes les femmes de manière générale. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin d'être présente sur la ferme, mais sauf que quand on arrive, on se rapproche du terme, on ne peut plus porter de charges lourdes, mais en même temps, il faut aussi continuer je ne sais pas si on est en élevage laitier, faire la traite, nourrir les animaux, etc. Et donc, moi, je pense qu'il faut adapter le service de remplacement au congé maternité dès la déclaration de la grossesse. Alors, pas forcément qu'il y ait un remplacement à 100%, mais que le service de remplacement puisse venir pallier à certaines tâches que l'agricultrice ne peut plus faire, comme par exemple le port de charges lourdes, ce genre de choses. D'accord. Mais derrière ces propositions d'avancée, notamment sur le congé maternité, il y a quand même un enjeu d'effectivité. On le rappelle, la MSA dénombre qu'un tiers des agricultrices qui pourraient prétendre au congé maternité n'y recourent pas finalement. Faute d'informations, de temps ou de solutions de remplacement, comment la MSA les accompagne-t-elle ? Je me tourne donc vers vous, Anne Gauthier. Je voulais savoir comment travaillez-vous aujourd'hui avec la MSA pour repérer justement ces situations de non-recours ? Alors, avant d'arriver au non-recours, je voudrais d'abord replacer le cadre, en fait, lors de la déclaration de grossesse, parce qu'il faut commencer évidemment à ce stade-là, toutes les femmes reçoivent une information. Il semblerait qu'elle soit encore perfectible. Donc, l'idée, c'est d'améliorer encore ce niveau d'information dès le début, en fait, à toutes les femmes qui font une déclaration de grossesse et leur donner sans doute une information plus globale. Alors, pour le coup, qu'elles soient salariées ou non salariées, même si on sait que pour les salariés, c'est beaucoup plus cadré, mais pour autant, on peut avoir à la production quelques confrontations à des sujets un peu plus particuliers, quand bien même s'il y a un problème pathologique, elles vont être du coup en arrêt maladie, bien évidemment. Donc on voit bien qu'il y a une différence de couverture de droit entre le fait d'être salarié ou non salarié. Mais pour toutes les agricultrices en fait qui sont en congé, enfin qui sont enceintes, eh bien il faut que l'on instaure encore plus le déploiement des aides auxquelles elles peuvent prétendre quand elles vont arriver au moment du congé maternité, puisqu'on le sait, seulement 67% ont recours au service de remplacement au congé maternité. Donc effectivement, il y a encore un volant d'à peu près 35% de femmes qui n'ont recours à rien. Alors, sans doute certaines très volontairement, selon la période d'accouchement, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas prétendre à ce congé maternité. Et donc, il faut qu'on informe mieux sur la manière dont elles peuvent le prendre, parce que je crois que là, il y a quand même un sujet qui n'est pas parfaitement clair dans la tête de toutes les femmes. Donc ça me semble vraiment quelque chose à renforcer. Le congé, les indemnités, le service de remplacement. Et quand on ne peut pas avoir le salarié ou la salariée qui puisse coller parfaitement à son activité, et bien dire qu'il existe des solutions pour soit aller chercher soi-même son salarié qui passera par le service de remplacement, ou sinon on peut toujours prétendre à l'indemnité congé maternité. Merci pour ces éclairages. On revient, je voulais reparler justement du livre blanc qu'a cité Mathilde Digné, livre blanc qui a fourni 15 propositions pour lever les freins à l'exercice des femmes en agriculture. Ça fait 1 an maintenant que le livre a été publié. Est-ce que vous observez déjà des avancées sur ce sujet-là ?
Alors vous savez, c'est comme beaucoup de sujets. Plus on en parle, eh bien évidemment, ça finit par quand même infuser au plus près des populations, au plus près des territoires. Donc oui, on a quand même, je pense malgré tout de la part de nos populations féminines agricoles, une meilleure connaissance de ce que nous pouvons mettre en place pour elles spécifiquement. Bien sûr, on peut toujours améliorer et que dans les 15 propositions, ce serait tellement merveilleux si c'était déjà tout en application, mais là pour le coup c'est que la MSA serait beaucoup plus forte que le Parlement, et ça quand même, je crois quand même qu'on a quand même besoin de nos parlementaires pour faire évoluer quelques lois ou réglementations. Et du coup, quel sujet reste encore à progresser dans ces 15 propositions ? Alors, le sujet du matériel agricole, mais la députée vient de l'évoquer, effectivement, mais on sait aussi d'ailleurs que les évolutions dans les homologations de matériel serviront aussi les hommes de petite taille, parce qu'il n'y a pas non plus que des hommes d'1m80 et 90 kilos. Donc c'est aussi au bénéfice en fait des hommes. Les avancées qui ont lieu pour les femmes bénéficient en général également à la population masculine. Alors dans les choses, on a le statut, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de ces femmes sans statut. Donc désormais, vous le savez, 2026, c'est l'année d'échéance de celles pour qui la limite des 5 ans va devenir... On va en parler juste après, oui. On en parle après, donc je ne m'étale pas sur ce point. Donc ça, évidemment, il y a des sujets. Les gardes d'enfants sur les gardes atypiques, on a besoin pour le milieu rural spécifiquement, aussi bien pour les salariés que les non-salariés, d'avoir des adaptations des modes de garde. On sait que la population des assistantes maternelles est en diminution, et c'était un mode de garde qui était souvent le mode de garde privilégié en milieu rural, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles étaient nombreuses, même si elles se sont structurées en MAM, mais il faut renforcer les MAM, donc pour qu'on ait encore des endroits où les assistantes maternelles puissent se retrouver et assurer des modes de garde. Puis on a besoin de renforcer le développement des micro-crèches, qui sont quand même un mode de garde qui souvent est plus adapté aux femmes du monde rural, et aussi bien salariés que non salariés, parce que pour les salariés qui travaillent dans le milieu agricole, et c'est votre cas, Madame la députée, si nous voulons accueillir correctement ou si elles veulent partir au travail sereinement, il faut aussi savoir ces enfants en sécurité pour travailler sereinement. Vous l'avez dit, on parle de plus en plus de sujets des femmes en agriculture, et justement la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a présenté hier, lundi 23 février, son plan d'action pour favoriser la place des femmes en agriculture. 41 actions au total. Quelle priorité, vous avez participé à ce travail, quelle priorité la MSA a-t-elle défendue dans ce plan, dans ce travail, et quelles mesures vous semblent désormais indispensables pour aller plus loin ? Eh bien, alors la MSA effectivement était présente lors du lancement du plan Femmes en agriculture de la ministre hier après-midi. Donc 41 actions, vous l'avez dit, réparties en 5 axes. Et pour ce qui concerne la MSA, moi je suis intervenue, alors sans surprise, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, et j'ai encore été interpellée ce matin par un monsieur qui déplorait que sa maman ait été pénalisée parce qu'elle accompagnait un enfant handicapé. Donc moi évidemment je trouve qu'il n'existe pas de congé pour enfants gravement malades ou porteurs de handicap, et parfois on met entre parenthèses sa vie professionnelle, et c'est souvent au détriment évidemment de sa carrière, de ses acquis, qui plus tard, on le voit au moment de la retraite, eh bien, peuvent avoir des conséquences. Et donc je trouve que vraiment il y a un axe à creuser sur l'accompagnement des femmes qui sont, enfin je dis des femmes, mais ça pourrait être un homme aussi, hein, bien évidemment, parce que l'accompagnement d'un enfant gravement malade, eh bien souvent on ne choisit pas en fait entre sa carrière et son enfant. En tout cas moi à l'époque quand ça m'est arrivé, la question ne s'est pas posée directement. J'ai mis entre parenthèses 2 ans de ma vie pour la reconstruction de mon fils. Et par contre, j'étais moi en phase d'installation à ce moment-là, et donc je me suis installée sans les aides à l'installation, considérant que je n'avais pas à ce moment-là la qualification, et plutôt que de partir en formation pour avoir le niveau requis agricole pour les droits à l'installation, l'aide JA, eh bien je ne l'ai pas prise, je me suis consacrée à mon fils,
Mais en même temps, j'ai fait sacrifice de la GIA et je n'avais pas non plus, à côté de ça, d'aide au congé pour accompagnement à la maman d'un enfant qui était malade. Donc je trouve que le congé pour enfants malades ou handicapés à des périodes cruciales où il y a des soins importants à apporter, parce que bien évidemment, ce type de situation, vous le portez toute votre vie. Mais pour autant, il y a des moments où vous devez être extrêmement présent et je trouve que le congé enfant malade devrait être une priorité dans notre société. Sujet très important. Nous avons parlé beaucoup de droits, d'effectivité, de non-recours. Et il y a un sujet qui cristallise, vous en avez parlé. Ces enjeux, c'est le statut de conjoint collaborateur. Et là, je vais m'adresser à vous deux pour un dialogue croisé. Donc, le statut de conjoint collaborateur arrive en 2026 à sa première échéance des 5 ans. Concrètement, celles qui ont choisi statut en 2022 vont devoir basculer sur un autre statut d'ici à la fin de l'année. Comment voyez-vous chacune l'approche de cette transition, Madame la députée ? Alors, moi, je dis que déjà, le statut de conjointe collaboratrice, conjoint collaborateur, aujourd'hui, il est précaire, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, pendant longtemps, il n'y avait aucun statut. Donc, ça a permis au moins ça à certaines femmes d'avoir un statut sur la ferme. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est d'accompagner les femmes qui ont ce statut et donc de les accompagner vers la fin de ce statut et donc de savoir quel autre statut elles vont prendre. Parce que l'enjeu, c'est pas que du coup elles repartent sans qu'on reparte et qu'on fasse machine arrière et qu'il n'y ait plus du tout de statut. Donc je pense que dans les mesures là qui vont devoir être mises en place, c'est de créer des espaces collectifs aussi, en lien avec ces femmes qui ont le statut de conjointe collaboratrice, les chefs d'exploitation, pour pouvoir choisir le statut le plus adapté Et est-ce qu'il y a des statuts qui sont plus adaptés justement pour sécuriser leur place dans l'exploitation ? En fait, ça dépend de ce qu'elles font sur la ferme aussi. Parce qu'il y a des femmes qui vont... Bon, déjà, il y a encore des femmes qui n'ont pas de statut. Donc, déjà, ces femmes-là, il faut aussi qu'elles en aient un. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit elles vont passer par elles sont salariées. Ensuite, on a les structures EARL, GAEC, vu que le GAEC entre époux existe aussi. Donc, en fait, il y a plusieurs statuts qui sont possibles. Mais c'est pour ça que je dis qu'il va falloir aussi que tout le monde soit autour de la table. Parce que parfois, c'est aussi les chefs d'exploitation qui sont des hommes qui refusent que leur femme acquiert un statut soit de salarié ou voire de co-chef d'exploitation, enfin de GAEC. Voilà. Une réaction, Anne Gauthier, est-ce que c'est un sujet sur lequel la MSA travaille cette année Alors, on dit travail depuis de nombreuses années, évidemment, puisque le statut de conjoint collaborateur, qui a été une avancée, existe depuis 1999, a quand même permis de faire sortir les femmes qui étaient conjointes d'exploitants, au moins devenir conjointes collaboratrices. On le savait que c'était quelque chose, c'était une avancée sociale, mais que ce ne serait pas suffisant. Le temps nous a effectivement confortés dans cette position. Et donc, l'idée est à la fois, pour celles qui entrent dans le métier, de les sensibiliser dès l'installation, pour que, bien évidemment, on les informe sur le fait que si elles prennent ce statut de conjoint collaborateur, eh bien, ce sera temporaire, juste pour 5 ans. Alors, ça peut répondre quand même à des problématiques. Donc, c'est un statut transitoire, mais il faut en connaître, en fait, les causes et conséquences. Et puis, également, informer sur l'ensemble des statuts, salariés, chefs d'exploitation, dès le début de l'installation. Et puis, pour celles qui sont actuellement avec le statut de conjoint collaborateur, la MSA a entamé, dès l'été 2025, en fait, l'information auprès de toutes celles qui ont ce statut, en les informant qu'elles devraient en sortir, puisque au bout de 5 ans, alors pour celles dont l'échéance va arriver là, courant 2026, avec une obligation de basculer au 1er janvier 27, à partir du 1er janvier 27, selon la date à laquelle elles ont pris ce statut,
elles ont évidemment reçu un courrier, un mail, en tout cas elles ont eu une information de la part de leur caisse leur disant qu'elles seraient dans l'obligation de basculer soit vers le statut de salarié, soit vers le statut de chef d'exploitation. Il n'y a pas un risque justement qu'il y ait une nouvelle forme de précarité qui se crée, justement qu'on retourne à du non-recours à un statut? Alors, il y a tous les cas de figure. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Igné sur quelques freins de la part de quelques chefs d'exploitation ou associés de structures qui, en fait, on l'entend dans la campagne, qui disent « Ah ben non, moi c'est pas possible parce que j'aurais pas les moyens de payer les cotisations pour elles. » C'est du vécu, c'est intégral dans le texte. Sauf que ça, non, en fait, c'est pas possible. Soit l'exploitation ne dégage pas le revenu suffisant, et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à autre chose, soit à aller travailler à l'extérieur si vraiment ce n'était qu'une place pour fournir du travail sans salaire. Ce n'est pas possible, ça n'existe plus dans la société. Voilà. Ou alors à une activité secondaire, mais ça veut aussi dire qu'on fait autre chose à l'extérieur. Mais effectivement, il y a peut-être alors, j'ose espérer quand même qu'on a de moins en moins de cas comme ça, mais néanmoins, il faut savoir que ça existe. Et il faut aussi savoir que toutes celles qui sont dans ce cas de figure d'obligation de basculer dans le statut, c'est que si elles n'optent pas pour un statut, elles seront automatiquement basculées vers le statut de salarié. D'accord. Donc de toute façon, forcément, toutes celles qui ont aujourd'hui le statut de conjoint collaborateur et qui vont arriver à l'échéance des 5 ans, si elles n'ont pas le critère d'âge qui permet éventuellement, parce qu'évidemment il y aura quand même quelques exceptions si on est avec un âge au-delà de 62 ans et donc à l'âge de la retraite possible, il y aura effectivement des exceptions, mais sinon elles basculeront avec un statut de salarié. Donc de fait, chacune ou chacun, puisqu'il y a effectivement quelques conjoints collaborateurs hommes, mais du coup ils vont tous être sensibilisés et basculer vers un statut complet de salarié ou de chef d'exploitation. Il y a quand même un filet de protection qui vont assurer pour bien pour ces sûr, en fait, personnes. la réglementation a évolué puisqu'on le voit bien. Sinon, ça a été dit très justement, on a des femmes qui, au bout de 25 ans, sont toujours avec le statut de conjoint collaborateur. Et on le sait, c'est un statut qui est incomplet. Il permettait de répondre à une couverture en maladie, mais une couverture partielle pour ce qui est des accidents et de la maladie professionnelle. Donc c'est normal de basculer. Et puis surtout la retraite où on n'a pas ses droits complets. Oui, mais avec ce statut si précaire, est-ce que la solution, ce ne serait pas simplement de le supprimer? Qu'est-ce qui justifie encore son maintien aujourd'hui? Plutôt que Mathilde Igné, peut-être? Alors, juste du coup, je rebondis juste sur ce que vous disiez tout de suite. Je pense que là, par rapport à la fin du statut, il y a effectivement la MSA qui a son rôle très important d'information. Les pouvoirs publics aussi ont ce rôle-là d'informer et de s'assurer qu'aucune femme... ou en tout cas que le statut, même si c'était un statut salarié, convienne bien. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être les chambres d'agriculture qui ont aussi un rôle de vigilance, d'accompagnement. Au moment de l'installation, pour le coup. Au moment de l'installation aussi. Parce qu'après, ils les ont plus en visibilité. Oui. Et donc, oui, alors pourquoi est-ce que... pourquoi le maintenir? Eh bien, moi je dirais que en fait, on est quand même dans... disons que ça permet à ces femmes qui n'ont pas de statut d'avoir eu ce statut de conjointe collaborateur, de rentrer, on va dire, d'être visibles. Parce que toutes celles qui n'ont pas de statut, elles sont invisibilisées. C'est-à-dire qu'elles vont faire les tâches administratives, elles vont aller s'occuper des animaux, parce que c'est souvent les femmes qui vont s'occuper des animaux sur les fermes. Et donc... c'est vrai que c'est pas le statut idéal, mais n'empêche qu'il a permis à certaines femmes d'être la MSA. J'imagine que c'est comme ça qu'elle peut savoir. Oui, je peux compléter, c'est qu'en fait ce statut, il a quand même une utilité. Je pense notamment quand on n'est pas tout à fait encore sûr de vouloir devenir chef d'exploitation. Oui, ça permet quand même de pouvoir y entrer. Alors c'est vrai qu'idéalement, c'est si on a un autre statut à côté
qu'on est encore un peu salarié, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'entrée dans le métier et de se conforter dans l'idée que demain je serai chef, demain je serai associé, ou parfois c'est juste le temps de monter en puissance une activité qui permette vraiment de devenir chef d'exploitation. Mais ce statut a un vrai sens. Mais effectivement, moi j'ai toujours partagé l'idée qu'il devait être limité dans le temps. Ça peut aussi parfois accompagner des fins de carrière où parfois l'activité est un peu décroissante et ça peut aussi avoir du sens sur les 2 dernières années. Mais ça ne doit pas être un statut pérenne. Ça, en aucun cas. Mais j'ai jamais défendu ce statut de façon pérenne. Jamais. Mais en tout cas, c'est sûr que ce statut, on est d'accord là-dessus. Il est utile, mais il a aussi ses biais qui sont... on voit bien qu'il a un volet, il précarise quand même aussi. Et donc, on peut pas... il doit être adapté. Et ça, je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire. C'est pour ça qu'il ne peut pas... C'est pour ça que la limitation à 5 ans est une bonne chose, en fait. En ce sens, ça va permettre effectivement de faire basculer vers un choix définitif de salarié ou de chef d'exploitation ou d'associé d'entreprise. Mais voilà, mais vraiment, c'est l'utilité et nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. Merci à toutes les deux. Nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de terminer, j'aimerais vous entendre sur une dernière question. C'est la question flash. La place des femmes dans les instances agricoles. En une phrase très rapide, dans la gouvernance agricole, cette place, elle progresse, elle stagne, elle recule. Anne Gauthier? Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Une phrase, vous m'avez dit. Je vais juste vous dire que ça fait 40 ans que j'ai commencé. Donc, autant vous dire, et j'ai démarré dans la coopération agricole. J'avais 21 ans et j'étais la seule femme avec 30 hommes autour de moi. Donc, je vous laisse méditer sur cette place. Et la coopération agricole, aujourd'hui, a toujours beaucoup de mal, en fait, parce que je pense qu'on ne peut pas faire non plus... C'est un peu une caricature que de dire que c'est la même chose dans toutes les instances agricoles. À la MSA, nous sommes en fait en conformité au nombre de femmes que représentent les populations femmes dans les exploitations, que ce soit du côté des salariés, peut-être à peine, mais du côté des non-salariés, nous sommes parfaitement représentatives de ce que nous sommes dans les exploitations. Mais effectivement, il y a encore du chemin à parcourir. Merci Digné. Moi, je prendrais l'exemple des élections chambres d'agriculture. On voit que le nombre de femmes élues ont augmenté, mais combien de femmes ont été élues après à des postes à responsabilité? Et en fait, c'est là toute la problématique. Je peux prendre par exemple quelques exemples. Chambre d'agriculture France, 2 femmes sur 34 membres du conseil d'administration et 1 femme sur 14 membres du bureau. Donc voilà, et je pourrais donner quelques chiffres en Bretagne où par exemple il y a qu'en Ille-et-Vilaine 2 femmes sur 12 qui sont membres du bureau. Il n'y a eu aucune femme présidente de chambre. Voilà. Donc c'est pour dire que oui, il y a une augmentation des femmes élues, mais après, on ne les retrouve pas forcément dans les postes à responsabilité. Si vous m'autorisez, je rebondis parce que c'est vraiment la bonne illustration. C'est qu'effectivement, le nombre de femmes peut être conforme et la difficulté, c'est quand on monte en fait dans les responsabilités. Franchement, je pense qu'on ne sait pas monter la dernière marche. Mais c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas nous laisser monter la dernière marche. Mathilde Digné, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de MSA TV. Nous suivrons avec attention l'examen de votre proposition de loi. Anne Gauthier, merci également de votre présence. Il faut qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Il faut attendre la mise à l'ordre du jour, oui, effectivement. Le plan, c'est bien, mais la loi, elle cadre. Merci Anne Gauthier pour votre présence et d'avoir partagé votre retour d'expérience. C'était Conversation avec la MSA en partenariat avec Newstank Agro. À suivre l'émission Grandir en milieu rural avec la thématique Petite enfance. Bon salon. Merci.